Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve. Il fait chaud. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture et c'est le numéro 72. exactement comme ton année de naissance. C'est pas la peine de le dire à tout le monde. Et oui, Mais c'est un point mémotechnique. En tout cas, aujourd'hui, on va vous présenter 4 livres, dont 2 chacune. Ils sont bien distincts, il n'y en a pas en commun et on va commencer tout de suite. c'est parti. Juste. Donc moi pour mon premier ce sera un livre de Martine Delhomme, donc aux éditions Presse de la Cité, et c'est Une vie d'amour et de haine. C'est un roman pas très drôle, c'est le cas de le dire. Ce sont des sujets intéressants, mais touchants et très difficiles. Ça fait tous les adjectifs. Ouais, mais ça a été une lecture assez bouleversante, je dirais, pour la petite histoire. Puisque nous allons suivre Élodie, son mari, son fils qui est atteint de diabète, de mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons, donc il a quand même un suivi à avoir. Oui, un régime alimentaire aussi, il ne peut pas tout manger. Voilà. Dans cette histoire, il y aura Florence et son mari. Florence qui est la maman d'Élodie, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ah oui. Et qui a été placée donc dans une maison où on s'occupe très bien d'elle. Donc voilà, c'est un peu l'englobement de l'histoire, le centre, en tout cas le petit noyau, et ce petit noyau a des petits secrets, forcément. Il y a des petites choses qui ressortent. Donc ça commence en fait, Élodie, elle est pas très bien accordée avec son mari, hein, il faut bien le dire, son mari prétextant tout le temps son travail, s'occupe pas beaucoup de son fils, donc elle a pas beaucoup d'aide vis-à-vis de son petit garçon. Et c'est vrai qu'elle en est un petit peu malheureuse, soucieuse, anxieuse. C'est vrai que quand on a un mari et que finalement on a un travail, hein, puisqu'elle s'occupe de l'exploitation forestière avec son papa, Daniel, de souvenirs. Donc c'est vrai que bon, c'est quand même une femme active. Le petit a des soucis de santé, il faut le suivre, faut l'emmener au foot, il faut faire le job de maman, quoi. Oui, c'est difficile. Voilà, elle a pas de maman pour la suppléer. Le papa, il fait beaucoup de choses pour elle, mais bon, à un moment donné, c'est quand même des gens de souvenir. Sa maman, elle a 70 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils peuvent pas tout faire non plus. Oui, quoi. Oui, donc c'est normal. elle tenait, en tout cas, je pense, dans son fort intérieur, à ce que son mari la soutienne un tant soit peu, ce qui est tout à fait logique, hein, quand on fait des enfants, on les fait à deux. Et donc voilà, donc ça c'est un peu son petit environnement, son univers, et c'est vrai qu'avec le fait aussi que sa maman soit placée et qu'elle soit fille unique, hein, sachons-le, de ce lit-là en tout cas, elle va souvent voir sa maman, et c'est vrai que c'est très bouleversant et pour elle et pour lecteur que nous sommes, c'est que quand elle va la voir, elle la reconnaît pas tout le temps et puis elle a ce rejet parfois parce que elle se sent comme elle se sent pas reconnue, elle a ce mal-être quand elle ressort du lieu où est sa mère, elle est un peu vide, elle est un peu hypée par la peine, elle est pas aidée, elles se comprennent pas. Et en plus, elle a un truc que j'ai constaté, moi, au fur et à mesure de la lecture, c'est que c'est pas qu'elle a du ressentiment pour sa mère, mais elle a tellement envie de lui dire des choses, vous savez, un peu comme le comportement qu'ont les adolescents. Ils ont envie de dire des choses, mais ils savent pas comment le dire. Donc des fois, ils sont des fois un petit peu méchants. Oui. Et c'est vrai que des fois elle est pas toujours tendre, des fois quand elle va voir sa mère, mais c'est pas méchant, c'est pas voulu, c'est juste parce qu'elle a envie de lui dire des choses, mais comme sa mère en face ne la reconnaît pas, je pense qu'il y a de la frustration de sa part. C'est pas bien méchant, on le comprend au fur et à mesure de la lecture, on comprend ce petit, quelque sorte, moi je dis ressentiment, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est en tout cas le sentiment qu'on a au moment où on le lit, on sent bien qu'elle a envie, mais qu'elle peut pas. Il n'y a pas de discussion entre deux personnes saines d'esprit, donc ça va pas. Et lorsqu'elle va faire ses visites à sa maman, parce que c'est quand même le centre aussi de ce bouquin, hein, c'est que sa maman parle de certaines choses
elle fait des brides de phrases, des brides de moments, peut-être de sa vie ou pas. Ça, on le sait au fur et à mesure du roman. Que sa fille aussi. connaît pas non plus, du coup. Que sa fille connaît pas non plus, parce que pour la petite histoire, Florence, sa maman, a eu un mari et un fils avant. Et ces deux-là sont morts dans un accident de voiture. D'accord. Et en fait, Florence, on nous explique, parce qu'il y a des petites anecdotes dans le livre, on nous explique qu'en fait, Florence, c'est souvent considérée comme, entre guillemets, coupable de cet accident. Puisque ce jour-là, de souvenir, ils avaient rendez-vous chez les beaux-parents, je crois, ou les parents de l'un ou de l'autre. Et en fait, elle l'a appelé sur le téléphone et il aurait eu un accident à cause de ça. Donc elle croit que c'est à cause de ça. Vous apprendrez ou pas, si c'est vrai ou pas, dans le livre, je vais pas vous le dire. En tout cas, sachez que cet accident est un événement qui a bouleversé toute une famille. Mais du coup, je pense que sa fille, du coup, elle essaie de chercher la vérité, j'imagine, non? Bah c'est ça. Et c'est ce que j'ai bien aimé, parce que, mis à part le fait qu'il y a des secrets qui ont pourri, mais vraiment pendant toutes ces décennies, vis-à-vis de Florence, parce que bon, elle a des choses entre guillemets pas à se faire pardonner, mais il y a des choses que Élodie n'est pas au courant. Le papa Daniel c'est des choses va être peut-être une aide pour Élodie, mais à un moment donné, il faut aller loin dans... Oui, il va falloir qu'elle creuse qu'elle fasse un peu l'enquêtrice pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de l'accident, pour voir ce qui a déclenché chez sa mère, en fait. Parce que si vous voulez, c'est un peu particulier. Il y a aussi le fait qu'elle a beaucoup adulé sa mère. Sa mère était psychiatre, tu vois. Elle s'est sentie partir. Elle le disait à sa fille. Tu sais, elles avaient encore ce moment de connivence, de conversation. C'était sa fille unique. Jusqu'au jour où elle avait perdu un enfant déjà. Et elle disait à sa fille, puisqu'elle connaissait les maladies mentales, etc. Donc, elle savait qu'elle allait partir. Donc, elle le disait à sa fille, à son mari. Elle disait, voilà, à un moment donné, peut-être que je te reconnaîtrai plus, etc. Enfin, elle lui a expliqué. Elle savait très bien les symptômes. Et c'est encore pire, peut-être. Parce que elle sait. Elle savait. Et en fait, Élodie a beaucoup adulé sa mère, puisque quand sa mère était psychiatre, c'était quelqu'un de très demandé, de très reconnu, de par son statut, de très aimé. C'était quelqu'un de très cultivé, très curieux, très intelligente, avec un charisme. En tout cas, Élodie la prenait en tant que telle. C'était quelqu'un, quoi. Et puis là, elle voit sa mère complètement dépérir. Donc à un moment donné, c'est pas qu'elle descend de son piédestal, mais elle voit sa mère complètement dépérir et elle n'a aucun pouvoir par rapport à l'amour qu'elle lui portait, quoi. Donc en tant que telle, avant, la Florence d'avant, la maman qu'elle avait, la maman qui la consolait, la maman qui lui faisait un câlin quand elle avait un truc qui n'allait pas. Donc tout ça lui manque, les touchés, les caresses qu'une maman peut donner, même à 30, 40 ans. Donc tout ça s'écroule, mais alors comme un château de cartes. Donc tout ça est mis en boîte comme un puzzle, et c'est vrai que par rapport, j'en reviens à ce que disait Florence de temps en temps quand Élodie va la voir et qu'elle ne comprend pas, c'est ce qui va l'interpeller. Elle va commencer à creuser, et elle finira par avoir des vérités sur le problème qu'il y a eu par rapport à l'accident, ce qui s'est passé après et qui a gangréné un peu le couple de ses parents aussi, puisque Daniel, même si entre guillemets je vais dire il soupçonnait certaines choses, il était quand même complice. Et donc voilà, c'est un beau roman où on nous explique pas mal de choses. On nous interpelle avec la maladie d'Alzheimer, avec le deuil, avec l'amour d'une mère et d'une fille, donc deux destins de femmes très importants, et moi j'aime beaucoup ça. Et puis cette quête-là qu'on a de vérité par rapport au passé de sa maman et l'avenir, hein, puisqu'il y a quand même un avenir pour Élodie, et c'est tant mieux, mais je vous dirai pas ni quoi ni qu'est-ce, mais... Je pense qu'il y a un truc que j'ai deviné, mais du coup je vais pas le dire parce que... Non, faut pas dire. Mais je pense que j'ai deviné.
Faut pas dire, mais c'est ce qu'elle va découvrir. Il y a une partie positive parce que ça va la faire grandir Non, dis pas trop, parce que je trouve qu'il est et, parti là sur la non, lignée. ça va la faire grandir. Et puis ce qu'il y a de négatif, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les ados, c'est-à-dire que quand elle va aller la voir, elle va lui en vouloir. Ouais. Elle va lui en vouloir parce que voilà, elle va découvrir des choses qui sont pas forcément Jojo et qui vont pas du tout avec le fait qu'elle adulait sa mère, qu'elle trouvait parfaite. Oui, finalement, elle va découvrir un peu la zone d'ombre de sa mère. Voilà, mais finalement, on est que des humains, donc on peut pas être parfait. On peut pas être parfait. Aucun parent n'est parfait. Non, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé Mais cette... toi, oui, du coup. Non, personne n'est parfait. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture parce qu'on nous explique tout ça, en fait, tous ces moments, tous ces sentiments et ces moments de vie qu'on peut, chacun, ça se prédit pas, quoi, la maladie d'Alzheimer. Non, c'est vrai. Et puis voilà, donc c'est le deuil aussi qui est difficile pour tout être humain à supporter. On n'est pas égaux en cela. Mais voilà, je lui mets 100 parce que c'est une très belle lecture. Il y a des fois où ça a été un petit peu trop par rapport à sa mère, ce côté, on nous axe beaucoup sur ça. Mais c'est un petit peu nécessaire pour nous expliquer ce qu'elle était avant, pendant et le après. Donc je vais vous parler de Nightbane, le tome 2 de Light Clark de Alex Hasler aux éditions Lumen, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et du coup, pour vous faire un petit résumé de ce tome 2, bon déjà il est assez conséquent, voilà, il n'est pas petit pour un roman qu'on trouve chez les adolescents, voilà. Et non mais je sais qu'il a fait fureur celui-là par contre. Oui, c'est une saga qui fait fureur, j'ai très hâte de lire le 3e. Et dans celui-là, en fait, si vous vous souvenez, enfin c'est pour ceux qui ont déjà lu la saga ou quoi, ou en tout cas le premier tome, dans le premier, en fait on découvre à la fin que la protagoniste principale, donc Isla, en fait, a perdu la mémoire. Et donc elle a perdu tous ses souvenirs. Dans celui-ci, en fait, justement, son but, sa quête, ça va être justement de retrouver ses souvenirs pour pouvoir comprendre et avancer dans certains domaines, dans l'histoire aussi, et de comprendre aussi mieux les choses de ce qui s'est passé. Ça fait un peu comme dans mon livre, en fait. Notamment, c'est des petites quêtes aussi. C'est ça, notamment avec Grimm. Grimm qui est le personnage très obscur, très sombre. C'est lui qui est... je sais plus comment on les appelle. Mais lui, il fait partie... Voilà, c'est un nocturne. Donc, parce que voilà, c'est très fantastique aussi. Elle, c'est une sauvage. Et donc, elle va aussi apprendre... Et une nocturne, mais ça, vous l'apprendrez aussi. En fait, elle va apprendre à être de plus en plus une sauvage, puisque c'est quand même la reine des sauvages maintenant. Oui, elle a beaucoup de pouvoir alors. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle va découvrir un certain nombre de choses aussi dans ce tome, comme le fait qu'elle puisse avoir un familier. Donc un familier, c'est un gros animal de compagnie, on va dire, sur lequel elle peut compter. Et en fait, elle va tomber... C'est mignon, ça. Parce que c'est l'animal qui choisit, en fait, son maître, entre guillemets. Ouais, ça va comme avec les dragons. Et donc, exactement. Et donc ça, c'est très important aussi dans l'histoire, puisque celui qui l'a choisi n'est pas n'importe qui. Enfin, n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'est celui de sa mère. Donc on reste dans la filialité. Exactement, donc c'est pas anodin non plus. Et en fait, vous avez toujours ce truc de la royauté, du coup, puisque je vous ai dit, elle est reine. Grimm est roi des Nocturnes. Et vous avez Oro, qui est le roi des rois, on va dire, puisque lui, il contrôle tous les éléments. D'accord. Donc à la fois ceux des Nocturnes, des Sauvages et de tous ceux qui existent aussi. Oui, il a un sacré pouvoir, lui. Oui, voilà, parce que c'est le roi des rois. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. C'est vraiment le roi tout-puissant, on va dire. Voilà. Et en fait, lui, il contrôle quand même un pouvoir quand même autre qui personne ne peut contrôler, c'est celle du soleil, on va dire. C'est pour ça qu'il s'appelle Oro. Lui est très important pour Isla, puisque en fait, ils finissent par se mettre ensemble, parce que dans le premier, on sent déjà qu'il y a un truc entre eux. Et en fait, il conclut dans celui-ci. Mais en fait, ce qui va se passer dans celui-ci par rapport à ce côté un peu amour, c'est que en fait, Isla va créer une relation avec lui, mais en fait, elle va se souvenir des moments avec Grimm. Ah. Parce que ses souvenirs commencent à revenir, et en fait, on comprend que ces souvenirs lui font rappeler que finalement, en fait, il y avait quelque chose avec Grimm. Ouais, ça lui rappelle qu'elle a encore des sentiments et pour c'est pour ça que dans le présent, elle le voit, tu sais, genre fantomatiquement parlant, tu vois ce que je veux dire. Et tout s'explique. Et petit à petit, justement, tous ces souvenirs, grâce
justement au fait de la présence de Grimm dans ses souvenirs, va faire qu'elle va comprendre ce qui se passait en fait et de tout ce qu'elle a oublié. Et donc en fait je sais pas comment vous dire, mais on verra bien dans le troisième. Et puis il faut rien dire. Puisque vous avez aussi tout le côté, du coup, tout ça, ça touche aussi Light Lark, puisque il faut savoir que dans le premier, il y a plein de choses qui se sont passées. Rappelez-vous, elle s'est fait trahir par sa meilleure amie qu'elle s'était faite au palais, que du coup, cette dernière est morte, que du coup, il y a un peuple qui est seul, et du coup, c'est elle qui doit récupérer la main. Mais en fait, il faut qu'elle s'affirme comme reine déjà chez les sauvages et maintenant chez eux. Ouais, je me rappelle le premier quand tu avais fait ton avis, ça m'avait donné bien envie. Oui, il est très très bien et j'ai beaucoup aimé cette partie où on a vraiment les souvenirs puisqu'en fait, justement, l'autrice nous met... Elle est jeune d'ailleurs, l'autrice. Dessous. Oui, elle nous met un peu en concurrence. Oro et Grimm, finalement, c'est est-ce qu'on choisit le méchant de l'histoire ou est-ce qu'on choisit le gentil, puisque Oro est quand même, on va dire, le gentil de l'histoire, puisqu'il lui apporte stabilité, tu vois, il est très gentil. Alors que Grimm, on comprend que même s'ils sont pas ensemble, voilà, il y a une attirance complète, et que, dans ses souvenirs en tout cas. Pourquoi aimer la stabilité alors qu'il y a le toxique juste à côté? Toxique, oui, mais c'est surtout parce qu'il Non, mais c'est plus c'est le côté obscur, tu vois. Oui, c'est plus fun. Oui, mais il faut savoir encore une fois que c'est une nocturne aussi. Oui, elle vacille. Elle est moitié-moitié. Mais écoute, un pour le jour et un pour la nuit. Et que lui, c'est un nocturne aussi, donc ils ont des pouvoirs en commun. Je rigole, là, je rigole. Tu rigoles. J'extrapole. En fait, je pense qu'à un moment donné, quand elle va récupérer ses souvenirs, tous ses souvenirs, il y a bien un moment donné où elle va devoir faire un choix entre ses sentiments passés et ses sentiments d'aujourd'hui. Puisque dans celui-ci, elle arrive quand même à un moment donné où elle se pose des questions. Normal. Est-ce que Oro est la bonne personne pour elle? Est-ce que s'il apprend ce qui se passe dans ses souvenirs et ce qui s'est passé avant, du coup, ne pourrait pas impacter son amour pour elle, etc., etc. C'est vraiment toutes ces questions qu'on va se poser et auxquelles on veut des réponses. Et aussi, on veut protéger Light Lark. Light Lark qui est tout l'univers, en fait, toute l'île. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire à part que tu lui mets combien pour la suite? J'ai beaucoup aimé le livre. Je mets 5. J'ai très hâte de lire la suite. Il faut que j'arrive à me le procurer à la bibliothèque, absolument. Parce que j'ai pas très envie de faire comme le premier et d'attendre plus d'1 an pour le lire. Voilà. Ah, c'est vrai que ça avait mis longtemps. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Même l'univers fantastique est très recherché. On a quand même une base solide derrière, donc ce qui nous permet aussi à nous de nous focaliser beaucoup plus sur les éléments, tu vois, parce Bien que sûr. Voilà, les éléments fantastiques, je vais y arriver, tout ce qui est côté magique, etc. Quand elle apprend à utiliser son pouvoir, etc., on nous explique bien, il y a vraiment tout un... C'est bien détaillé. Voilà, exactement, il y a tout un monde derrière, voilà. Donc je vous recommande si vous n'avez pas encore lu. Ça a l'air sympa, j'aime bien. Voilà. Moi, pour mon second et mon dernier, ce sera donc Les Demoiselles d'Oxford Street. Donc, c'est un roman de Rose Clark aux éditions de l'Archipel. Donc, c'est un livre un peu... il y a des petites bris d'histoire parce que on y croise des fragments avec le Titanic, les femmes qui commencent à s'émanciper puisqu'elles vont travailler. Là, en fait, on est en 1912. Puisque on parle du Titanic. Titanic, oui, c'est en avril. Voilà. Donc, on va suivre le destin de 4 femmes qui vont souscrire, en tout cas qui vont postuler donc, au magasin Harper, puisque celui-ci va ouvrir un grand magasin à Londres, qui va faire concurrence à celui d'Harrods de l'époque. Donc, c'est un peu comme à l'époque, quand on postulait au printemps, fallait toujours être bien sapé, bien maquillé, bien propre sur soi, il faut de l'élégance, bien parler, bien s'exprimer, etc. Donc on est assez trié sur le volet, clac, clac, clac. Elles sont assez différentes, elles sont 4. Donc vous avez 4 destins de femmes qui vont postuler à ce nouveau magasin. Vous avez Sally, Bess, Maggie et Rachel. Pour la petite histoire, Maggie, c'est la plus jeune, elle a 16 ans. Elle va être prise sous l'aile de toutes des 3 autres parce qu'elles sont super sympas. Il n'y a pas forcément au début de concurrence, il y a plutôt une adaptation. Elles se connaissent
elles vont se rencontrer plutôt lors de l'entretien de ce magasin. Et c'est vrai qu'elles vont faire connaissance de la sorte et elles vont sympathiser, comme on dit, pour certaines, tout de suite. Et pour d'autres, ce sera au fur et à mesure, parce que Maggie, elle va être prise, comme je vous ai dit, sous l'aile, par exemple, d'une des autres. Et c'est vrai qu'elles vont se souder, en fait. Et c'est vrai que cet aspect-là, par contre, moi, je trouve qu'il est pas mal, parce qu'on voit bien quand même que dans cette nouveauté de femmes qui travaillent, il y a quand même une solidarité. On pourrait croire qu'il y a de l'animosité. Alors c'est le cas pour certaines, parce qu'il y en a d'autres qui vont gravir autour d'elles, qui vont pas être très gentilles, Oui. puisque pour la petite histoire, sans tout vous dévoiler, Sally va gravir les échelons. Rachel a déjà un poste assez important, puisqu'elle dirige, elle, les vendeuses, et les 3 autres vont être vendeuses. Mais Sally va gravir les échelons, comme on dirait aujourd'hui, à vitesse grand V, et c'est vrai qu'elle va être propulsée à des responsabilités. Elle n'est pas forcément prête. Alors si, elle est prête, oui et non. C'est-à-dire qu'au début, elle a un petit peu peur de les prendre, mais elle est très encouragée par ceux qui lui proposent. Ouais. Les personnages qui lui proposent ça sont très bienveillants, c'est des patrons super sympas, en tout cas on nous les décrit en tant que tels. Il y a le frère et une sœur qui dirigent ce nouveau magasin. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse aller découvrir, mais ces personnages sont sympathiques. Et c'est vrai que ça, ils font une proposition alléchante, donc, mais en contrepartie, c'est des heures de boulot. Oui. T'es jamais chez toi, quand tu rentres chez toi t'es crevé, voilà, donc bon, c'est vrai que son salaire va tripler, quadrupler, mais il y a une contrepartie, c'est les heures de travail, il faut pas les compter. Pour la petite histoire, elle va quand même accepter, puisque l'argent quand même est important. Sachez que pour toutes les 4, au départ, elles sont soit hébergées par de la famille, soit elles sont dans des maisons où on accueille des jeunes filles, entre guillemets, de bonne famille, pour pas qu'on les laisse traîner dans la rue, et on paye un loyer. Enfin voilà, elles sont toutes hébergées un peu dans tout ce domaine-là, et elles finiront à un moment donné par habiter ensemble, puisque chacune vont avoir des petites déboires par les gens qui vont les héberger, ou parce que ça va plus leur plaire, elles vont vouloir, comme Sally, changer d'environnement. C'est normal, hein, d'un foyer de jeunes filles par rapport à... En plus, elle a les moyens. Oui, bah oui, du coup. Donc, du coup, elle anticipe un petit peu le truc, et puis c'est normal. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour en finir, elle fait des envieuses autour d'elle, parce que, justement, on croit qu'elle est peut-être passée vulgairement sous le bureau, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, ça crée des animosités par rapport à certaines personnes féminines autour d'elle. Oh, j'ai pas dit, je le retiens, pardon. Et donc, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est dans ce cas-là, parce que bon, les autres copines qui vont devenir des amies. Oui, Maggie, Bess, et puis leur responsable Rachel. C'est vrai qu'elles vont se souder, et ça formera une belle équipe. Même elles se couvriront parfois, même au travail. Parce que Maggie, elle est jeune, elle fait parfois des bêtises. Il y a aussi l'aspect, je dirais, personnel, hein, comme de souvenir Bess qui a... Je crois qu'elle a un de ses parents qui est malade, dont elle prend soin, parce que sa maman délaisse un peu son papa. Parce que pour la petite histoire, son papa, il est tombé à son travail, et en fait, il n'a pas été payé en intégralité pour subvenir justement au fait que maintenant il soit handicapé. Et donc, parce que en 1912, professionnellement parlant, les couvertures, c'était pin-ups, hein, c'était pas grand-chose. Et puis pour se battre, il n'y avait pas les prud'hommes, il fallait aller au mail, hein, pour se battre pour ses droits. Donc même masculin pour les hommes, hein, c'était pareil. Il y avait des choses qui n'étaient encore pas tout à fait faites comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que son papa souffre, hein, sa mère, on a ras-le-bol de s'occuper de lui, parce que il n'y a plus d'argent qui rentre, donc
le petit boulot qu'elle a pris va essayer de subvenir aussi à la maisonnée, hein. Mais bon, sa mère lui donne des responsabilités par rapport au père qu'elle n'a pas forcément envie, mais elle le fait parce qu'elle aime son papa, parce qu'elle a plus d'affinité avec son père qu'avec sa mère. Enfin bon, c'est tout un aspect familial qui parfois malheureusement se répercute sur son côté professionnel, malheureusement. On le sait tous, hein, des fois on n'est pas bien réveillé, il y a les soucis de la journée d'avant ou du mois ou de l'année, enfin bref. Et puis on emmène ça au travail, des fois on n'est pas très en forme, c'est un peu son cas. Et c'est vrai que ses copines l'aident un peu à gérer tout ça. Et c'est vrai que ce petit quatuor là s'entraide beaucoup. La preuve en est, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles allaient habiter ensemble, et a fortiori déjà d'un point de vue loyer, elles vont s'en sortir. Il fallait une chaperonne entre guillemets, c'est Rachel, parce que Rachel a déjà été mariée et c'est celle qui est leur responsable au magasin. Donc si vous voulez, d'un point de vue comment je pourrais dire, c'est une femme respectable, vous voyez, donc elle peut entreprendre de prendre un appartement et de le partager avec d'autres jeunes filles. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on nous explique. C'est pas mal, c'est un tome 1. J'ai grandement hâte de voir ce qu'il y a dans le tome 2. J'y mets 5, je connaissais pas l'autrice. Et donc l'histoire est quand même relativement bien sympa. On nous explique un peu le fonctionnement de ce magasin. Il y a parfois des petites choses comme tout ce qui est Titanic. Ça aurait pu être un peu plus creusé parce que on le voit de loin. Enfin, il y a l'aspect historique qu'on voit, mais c'est vrai qu'on aurait pu creuser un petit peu. Mais bon, c'est pas très gênant à la lecture, puisque moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir comment elles évoluent dans comment elles allaient évoluer, elles, avec leurs états d'âme, leurs amours aussi, hein. J'en parle pas, mais il y a aussi ça, hein, faut pas l'oublier. Donc elles sont 4 femmes, hein, 4 cœurs à prendre, hein, donc voilà. C'est pas mal. Allons-y gaiement, hein. Et puis, parce qu'on est quand même dans une période où, vous le savez, de pas être marié, c'est pas bien. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pour la réputation, il y a 4 femmes qui se mettent dans un même lieu. Voilà. Elles s'inquiétaient de cela d'ailleurs, puisqu'elles voulaient pas qu'on prenne leur appartement pour un bordel, quoi. Donc oui. Et c'est pas le cas, hein, donc, mais ça les empêchera pas d'avoir une vie tout à fait dite normale. Et puis ça va se forger, ça se forge au fur et à mesure des pages, pour certaines leur caractère, d'autres elles vont grandir, comme la plus petite là, elle est très mignonne, elle est marrante aussi, elle grandit avec les 3 autres, et franchement j'aime bien l'évolution de ce quatuor là de femmes qui se défend bien pour cette époque, quoi. C'est cool. Moi, pour le dernier de cette vidéo, je vais vous parler de Des milliers de lunes de Sébastien Barry aux éditions Folio. Donc on est dans les années 1870. Tu m'as battu, c'est avant moi. On est dans le Tennessee, voilà, je cherchais le lieu exactement. Et en fait, j'ai appris que ce roman, c'était pas une suite, mais plutôt l'histoire d'un des personnage d'un autre livre, donc du même auteur, et qui s'appelle Des jours sans fin. Donc c'est soi-disant dans sa continuité. Donc peut-être que j'irai lire justement le premier, puisque c'est sur les parents adoptifs de Winona qui nous intéresse aujourd'hui, puisque en fait cette petite a 17 ans et en fait c'est une peau rouge, du coup c'est une Lakota, c'est la dernière de son groupe qui a été recueillie justement par Thomas et John, qui sont les protagonistes du premier, du coup. Très joli prénom. Je crois. Oui, c'est un très joli prénom, j'aime beaucoup. Et en fait, dans ce Tennessee des années 1870, c'est pour elle un peu une épreuve, puisque déjà c'est une fille, c'est une jeune fille, une jeune femme même, je dirais. Et en plus de ça, c'est une peau rouge, donc il faut qu'elle se fasse accepter. Bien sûr. Et en même temps elle se découvre aussi. Oui, parce que en fait déjà encore à l'époque en 1870, voilà, on est tous dans tout ce qui est encore dans le racisme, voilà, je vais y arriver, cherchez-le. Et pas que par rapport aux gens de couleur, mais aussi par rapport aux Indiens, on ne les aime pas. Et en fait, c'est tout ce qui se passe en fait dans ce livre, surtout avec Winona, parce qu'en plus de ça, c'est une fille. Et en fait, il va lui arriver malheur, hein, elle va se faire agresser, de même que quelqu'un d'autre qui habite avec elle, je ne me souviens plus de son prénom, à ce jeune homme, et qui vit aussi avec sa sœur, du coup, avec eux. Elle va avoir un peu une sorte de soif
de découverte, de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, parce qu'en fait, elle ne se souvient pas de qu'est-ce qui s'est passé le soir où elle s'est fait agresser et quand elle est rentrée chez elle. Donc elle a occulté ou Mais en fait, elle se souvient plus. son cerveau a dit stop. Oui, elle se souvient plus. Parce que ça arrive, ça. En fait, elle se souvient que du moment où elle est rentrée et que en fait, donc C'est un mystère. la sœur de celui dont je vous parlais a pris soin d'elle et l'a lavée, l'a pansée, voilà, a pris vraiment soin d'elle, a pensé ses blessures finalement. Bien sûr. Et pas que celles externes que l'on peut voir, mais aussi internes, parce que en fait, elle est revenue un peu, comme on dit, en miettes. Tu vois. Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose, on sait que ça parle même d'un truc encore plus grave qu'une simple agression, et en fait on ne sait pas qui c'est. Et il faut savoir que juste avant tout ça, elle se faisait courtiser entre guillemets par un... C'est plus son prénom non plus, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Elle se faisait courtiser par un homme, et cet homme-là en fait lui a proposé le mariage. D'accord. Mariage qu'elle a refusé. Il me semble qu'elle a refusé ce mariage. Pour certaines raisons. Et je crois que c'est à cause de son agression qu'elle a refusé son mariage. Parce qu'elle se sentait plus prête, du coup. Bien sûr, c'est normal. Comme ça. C'est normal. Et tu vas pas te marier alors que t'es pas bien dans ta tête et que peut-être, exactement. vu l'agression, elle a... Enfin, je sais plus si c'était avant ou après, mais dans tous les cas, son mariage est annulé, il ne se marie plus, il n'y a plus question de ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle va avoir des doutes sur son agression. Elle veut savoir, elle veut se souvenir. Oui, il y a quelque chose qui la gêne. Et oui, et en fait, il y a tout ce truc autour... en fait, ce livre est basé sur ça, sur le fait de retrouver sa mémoire pour pouvoir savoir et découvrir vraiment ce qui s'est passé, pour pouvoir aussi essayer de se reconstruire. Oui, c'est une quête Puisqu'au vu de ce qui s'est hein. passé, elle va se découvrir. Et elle va se découvrir aussi sur cet aspect-là de ce qui s'est passé, puisqu'elle va comprendre qu'en fait, elle n'aime pas forcément les garçons, mais aussi les filles. Enfin, surtout les filles. À cause d'un personnage féminin qui arrive bien après dans l'histoire. Enfin, il y a vraiment toute cette question son aspect sur elle-même. Voilà. En fait, sur elle-même, sur la vie qu'elle mène. Orientations sexuelles, il y a beaucoup de thèmes abordés, peut-être le deuil aussi de cette agression qu'elle a eue, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle en fasse le deuil, une fois qu'elle aura compris ce qui lui est arrivé. En fait, elle le comprend assez rapidement, et justement, c'est ce qui va déclencher le fait qu'elle veut savoir. Parce qu'il y a un travail à faire et sur le ça fait même à chaque fois. qu'elle va être quand même assez téméraire pour aller parler à des gens. Je sais qu'à un moment donné, elle se déguise en homme pour aller aborder quelqu'un qui soupçonne entre guillemets, elle a quand même et du caractère, qui pourrait éventuellement l'aider à découvrir quelque chose. Et en fait, voilà, on découvre par exemple dans cette scène-là que le monsieur à qui elle s'adresse est attiré par les jeunes hommes. D'accord. Voilà, donc des choses qui sont cachées quand même encore à cette époque, oui, qu'on terre et qu'on ne dit pas. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, les enfants, c'est normal, on n'y touche pas, mais, enfin voilà, vous comprenez des trucs qui ne sont pas dits, ni voilà, enfin bref. Et c'est vraiment tout cet aspect-là historique qu'on retrouve encore aujourd'hui, des sujets encore actuels, qui sont très intéressants, et je vous dirai pas forcément comment ça se termine du coup, puisque je pense que vous avez besoin de le découvrir vous-même. En tout cas, j'ai quand même la curiosité de vouloir découvrir l'histoire de Thomas et John qui vivent ensemble du coup aussi, parce que j'ai envie de savoir comment ils ont recueilli un peu Winona. J'imagine que dans le premier on nous le dit, puisqu'on a la continuité là avec Winona, ils sont encore ensemble, etc., etc. Donc voilà, j'ai quand même envie d'aller découvrir tout ça. Moi je lui mets 5 parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Vous savez, hein, le thème du western, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout les côtés amérindiens quand même, parce que elle est femme, elle a du sang de l'amérindien. Donc voilà. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à ingurgiter, plus le fait qu'elle n'est pas tout le temps acceptée, voilà. qu'elle est toujours mal regardée. Et puis on voit bien quand même qu'elle a du caractère. Oui. Donc c'est une belle histoire. Elle en démord, beaucoup. C'est ça qui est bien. Et c'est ce qui va la faire grandir, je pense. J'aime beaucoup cette histoire. Voilà, donc je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Mais peut-être ne faites pas comme moi, mais lisez le premier tome, on va dire entre guillemets le premier tome, parce que ça peut se lire indépendamment, vu que moi je l'ai fait. Mais voilà, si ça vous intéresse, commencez peut-être par le premier. Bien sûr, pour comprendre peut-être plus son histoire d'avant. Exactement. Enfin, si on nous le dit, évidemment, parce que du coup, je sais pas trop. Je peux pas m'avancer sur ça, du coup. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Lisez bien. Bye bye!